c'est toujours un plaisir de vous présenter ce qui s'annonce déjà comme un succès, puisque après le succès, je le disais, d'Entre Ciel et Nous, présenté par votre éditeur, Laurel Fouché, comme un best-seller, on s'en réjouit. Vous étiez venu nous le présenter aussi au forum. Je ne résiste pas, bien sûr, à l'envie de présenter l'ouvrage. Fraîchement débarqué de son île bretonne, Groix, bien sûr, encore et toujours, à Antibes pour devenir la dame de compagnie de Gillon. On dit bien Gillon, hein? Ah, Gillon. Oui. Comme Gilles, d'accord. Petit bouton, voilà, Gillon. Kim est frappé par la complicité qui unit cette ancienne actrice à son fils unique. Aussi, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend que celui-ci aurait disparu des années plus tôt. Gillon est-elle victime d'un imposteur, guidée par son désir de protéger celle qui pourrait être sa grand-mère de substitution, nouvelle grand-mère peut-être, puisque le chat s'en est allé, on va l'évoquer. Kim va tenter de percer le secret de cette mystérieuse famille. Je ne vous cache pas, Lorraine, bonsoir. Bonsoir. Et ravi encore de vous avoir, que quand je le lis comme cela, je fais un petit peu exprès de le surjouer, c'est entre un Hitchcock et un Club des 5. J'adore les deux, donc ça me va très bien. Bon, vous n'êtes pas fâché? Non, mais non, il y a du mystère, et puis moi j'ai la voix cassée, vous avez une jolie voix qui se porte bien sur les choses, donc c'est parfait. Bon, bah c'est gentil. Ça me va très Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'est pas encore là dans l'univers à la Laurel Fouché, dans la galaxie à la Laurel Fouché, à savoir, on se rappelle comment Entre Ciel et Loup était un roman polyphonique, choral, sur la famille et ses membres, donc avec des points de vue, et encore un roman peut-être ici intergénérationnel. Mais on vit avec des grands-mères, des enfants, des petits-enfants, il y a ça tout le temps, toute la journée. Donc dans les livres se faufilent en effet les familles. On peut être en bisbille avec sa famille, s'énerver, mais on est de là, et ce sont ceux qui nous aiment et qui nous protègent et qu'on protège. Donc voilà, ils sortent des pages des livres. Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a une gourmandise qui vous caractérise bien. On parlera de l'humanité que tout le monde salue également. Il y a Kim, il y a Clovis, il y a Gillon, il y a Com, il y a Irène, il y a Jules et j'en passe. Autant d'histoires, des personnages à la fois tendres, meurtris, parfois anéantis, heureux, malheureux. C'est pour ça. Bienvenue, voilà, bienvenue dans votre monde. On est bien d'accord? Absolument, avec toujours un bout de Bretagne, parce que indéniablement. Voilà, j'ai le cœur qui bat pour cette Bretagne-là. Exactement, donc Groix, d'où Kim va partir. Alors Kim, qui est un personnage qui entreprend, forte, pleine d'humour, on va voir pourquoi elle quitte, effectivement. Peut-être est-elle en reconstruction d'ailleurs, c'est comme ça. Il faut quelquefois bouger, voyager, pour donner un nouvel élan à sa vie, prendre un nouveau virage. Je crois, moi j'ai changé de vie. De médecin d'urgence à écrivain à plein temps. Donc, en effet, elle prend son appel. Vous savez, quand on arrive en bas, là où c'est difficile, là où elle ressaute. Parce qu'en effet, au début, je ne voulais pas attrister le lecteur, je voulais lui faire se poser des questions. La grand-mère de Kim choisit de s'en aller, et Kim ne comprend plus et perd pied, sans mauvais jeu de mots, parce que elle se dit, ça veut dire que mon amour pour ma grand-mère ne suffit pas à la retenir. Ça veut dire donc qu'elle ne m'aimait pas assez. Et est-ce que ça vaut la peine de grandir, de maturer, de vieillir? Et comme elle ne sait pas, elle va quitter son île qui la protégeait pour aller trouver ses réponses ailleurs, aller s'occuper d'une dame âgée dans le Midi où elle n'était jamais allée. Exactement, vous faites très bien le pitch, et c'est pour ça qu'effectivement il y a donc une part peut-être pas d'audace, mais en tout cas d'élan. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'à travers ce personnage de Kim, et ce thème effectivement plus que souterrain sur faire le deuil, on va y revenir également, et voir ceux qu'on a aimé vous quitter, est-ce qu'il n'y a pas une part quand même de, c'est très à la mode aujourd'hui, sinon de féminisme, en tout cas d'égalitarisme? Je dis, elle est forte, elle est entreprenante, c'est votre héroïne tout de même. Vous ne l'avez pas dépeinte comme ça par hasard. Mais je crois que comme aussi... Non, je les aime bien tous. Je veux bien être féministe en ce sens que on est tous au même... sur la même ligne. Mais j'aime bien les hommes aussi. Oui, donc ils sont tous bien, je trouve. Parfait. Alors, anecdotiquement, mais ça traverse quand même pas mal de pages du livre. Pas le clone de Gillon, la clone. Ah bah il faut des vilains. Ah ben non, mais il y a toujours des vilains. Ah oui. Il y a des vilains et des vilaines. Mais ils ne sont pas complètement vilains en fait. Non, on viendra voir comment effectivement chacun peut avoir sa chance de se reconstruire, de progresser aussi. Célébration des roues.
le chromosome 16 que Ramsès avait, que le roi David avait, que Judas avait, et vous le faites dire, nous vivons plus grand, un de vos personnages. Ça aussi, pourquoi? Alors, ça la gloire des parias, comme disait Fernandez pour une autre communauté? Ça ne se voit pas, mais je suis rousse. Ah non, ça me voit. Et pourtant, quelqu'un dit, jamais de teinture. Non, je suis rousse, et j'ai passé toute mon enfance, on m'appelait Julie la Rousse, on m'appelait Poil de Carotte, et quand je suis tombée amoureuse à 22 ans de Philippe qui était blond aux yeux bleus, à la fac, je me suis dit, je vais faire un balayage. Et ça fait... On disait déjà ça. On disait déjà un balayage, oui, bien sûr. On disait, mais comment ça? Mais bon, on croirait que j'ai 98 ans. Non, mais je sais pas, je voulais vous faire réagir. Je voulais vous faire réagir. Enfin, donc, j'avais 22 ans, donc ça fait 5 ans. Et j'ai 60 ans, et je fais toujours le balayage. Voilà. Mais je suis toujours rousse en dedans. Ah bah, je devine bien, oui. Et j'avais envie que, d'ailleurs, point de rousseur, et je deviens rouge écrevisse au soleil. Et vous vouliez donc ici, à travers ces... La confrérie des roux heureux, c'est d'accord, tu es rousse, on se moque de toi, mais on va se mettre ensemble et on va être plus fort. Donc il y a la résolution de trauma infantile, ce qui traverse non, beaucoup de... quand même pas. Quand même pas, on est d'accord. Quand même pas. Vous êtes plus lumineuse et positive que ça, effectivement. Alors, il y a cette intrigue, oui, il y a l'aspect thriller, bien évidemment. On va revenir sur la mécanique aussi de votre écriture. Et donc, vous l'évoquiez, Kim a perdu sa grand-mère, le chat, voilà le surnom, qui s'est en allé comme ça, comme sur la pointe des pieds. Elle retrouvera cette vieille dame, on a commencé à l'évoquer, cette nouvelle vieille dame à travers cette actrice. Donc, thérapie ou pas, reconstruction. Mais c'est vrai que très vite, il y a tout de même cette interrogation, faire le deuil, faire son deuil. Et vous dit de très belles choses en interview, comme dans les pages du roman d'ailleurs, sur ce qui devrait être un bel âge, mais qui est dur à traverser quand on est seul. Est-ce que c'est ce qui a dicté le départ du chat? Alors, moi, en tant que médecin, j'ai été très frappée, il y a 3 ans, quand j'ai vu ce fait divers, qui n'est vraiment pas un fait divers, une infirmière anglaise qui s'appelait Gilles Farao, qui avait travaillé, donc en effet, en soins palliatifs et dans une maison pour personnes âgées, et qui a décidé de ne pas vieillir et de ne pas devenir comme ses patientes une infirmière, donc quelqu'un comme moi. J'étais très très frappée. On ne parle pas du tout là de l'euthanasie, ni du désir d'arrêter sa vie si on est malade, si on souffre physiquement ou moralement. Hein. C'est pas ça du tout. On parle d'une femme qui n'était pas malade, qui a dit « je ne suis pas déprimée, juste je ne veux pas vieillir ». Or, c'est le courage qu'ont toutes les personnes autour de nous qui dépassent un certain âge. Et le courage qu'on espère avoir parce que, on espère, enfin moi j'espère que je vais vivre le plus longtemps possible, je vais toucher du bois. Mais en même temps, philosophiquement, est-ce que c'est pas l'ultime geste de liberté que de décider? Oui, pas 74 ans, c'est jeune, 74 Aujourd'hui, oui. ans. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est très jeune. En tout cas, c'est donc... D'accord, à 95 ans, décidons, très bien, allons-y. C'est assez, comme disait un auteur, c'est bien assez. Tout le monde d'ailleurs salue, oui, en même temps vous faisiez allusion, et évidemment vous avez raison de le corriger, c'est absolument pas sur l'euthanasie, c'est que le point de départ. Voilà. Oui, c'est... Je voulais qu'elle ait envie d'aller se frotter à l'âge, puisqu'elle n'a plus sa grand-mère, elle veut savoir si ça vaut la peine ou pas. Et elle va tomber donc sur cette femme qui à la fois devient vulnérable et perd ses repères, et qui à la fois a une force de vie tellement contagieuse qu'elle va redonner des couleurs à la vie de ces jeunes qui pourtant ont la vie devant eux, mais qui ont le cœur cabossé. Alors c'est là effectivement que j'évoquais d'entrée de jeu roman intergénérationnel, et donc sur l'enrichissement qu'il y a à trouver au contact de ce qu'on appelle quelquefois les grands seniors, c'est pas encore, c'était pas le cas, vous dites volontiers, à 74 ans, ou des anciens. C'est-à-dire il y a à puiser une philosophie de vie, d'existence. Tout à fait. J'adorais quand j'étais médecin je tombais quelquefois sur des patientes âgées qui habitaient des derniers étages à Paris et qui donc, sans ascenseur, et qui n'étaient pas descendues depuis des années, et qui me parlaient et qui me racontaient la vie du dehors, que leur racontaient les voisines, les petits-enfants, la télévision, pas les ordinateurs à partir d'un certain âge, mais la télévision, les journaux. Et j'apprenais des choses, je ressortais de là, mais vraiment boostée, en me disant
Mais ces femmes, il y avait plus de femmes que d'hommes, sont dans la vie, sont vraiment dans la vie de tous les jours. Plus que des personnes qui descendent dans la rue dès le matin. Tout complètement. Tout de savoir ce qu'on en fait. Tout le monde salue justement l'humanité de vos romans. J'ai relu encore beaucoup de presse vous concernant. Qu'est-ce que c'est pour vous l'humanité que vous souhaitez mettre dans vos personnages et dont vous souhaitez irriguer vos lignes, puisque tout le monde salue cela. Est-ce que c'est, justement, comme l'évoquait François-Régis Sirjac, c'est donner une chance même aux vilains, parce qu'une bonne histoire a besoin de ces vilains. Voilà, les romans de Madame Fouché ont beaucoup d'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous réagissez à cela? Ça veut dire que je pense qu'avec la tendresse et la fraternité, on gagne plus et on est plus heureux qu'en étant tout chafouin et tout égoïste. Je crois que alors ensemble on est plus fort, et ça a été dit tellement plus joliment, mais c'est vraiment ça. Nous sommes tous pour un temps donné sur cette planète, et allons-y dans la solidarité. Il y a du chemin, à faire. Il y a du chemin à faire, mais cette route-là est tellement plus sympa que l'autre. Alors non seulement il y a du chemin à faire, parce qu'on voit bien maintenant qu'on vous connaît ici de livre en livre, il y a du chemin à faire au sein des familles, d'où l'on vient et où l'on revient souvent, même si c'est heurté et chaotique. Ici, beaucoup de personnages sont meurtris, souvent c'est rattaché au lien maternel, donc à l'enfance. Freud l'a dit, hein, tout est là, tout se tient là, et quel tremplin plus ou moins positif en avons-nous? Il y a des rancœurs, mais effectivement, on peut toujours tendre vers le mieux. Tout à fait. Et je crois que j'aime bien que mes lecteurs, au début, soient un peu émus. Parce que si le livre commence bien, continue bien, finit bien, et que c'est neutre et que tout le monde est content, il n'y a pas de livre. Donc c'est vrai que j'y vais un peu fort au début. Mais je veux vraiment donner des ailes aux lecteurs les jours légers et puis les remonter. Ouais, et rebooster les jours lourds. C'est à ça que servent les livres. Vous y réussissez, parce que lorsqu'on va sur certains blogs de commentaires de votre ouvrage, c'est exactement ce que beaucoup de vos lectrices d'ailleurs... il y a plus de lectrices que c'est vrai, voilà, et bien reconnaissent. Et en écho à ce que vous dites d'ailleurs sur cette volonté d'y aller, d'être fraternel, solidaire, et en écho à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien de pire que la solitude qui rend triste, dites-vous d'ailleurs. La seule vraie escroquerie de la vie, c'est de vivre sans amour, c'est de vivre seul. C'est donc bien la leçon que vous avez voulu faire passer. Absolument, quel que soit notre âge, c'est terrible. Et les familles, alors en effet, dans Entre ciel et loup, je parlais d'une famille de sang. Là, c'est une famille recomposée, décomposée. Nous avons tous nos familles. J'ai une famille de lecteurs, j'ai une famille d'amis groisillons, j'ai ma famille de sang, j'ai la famille du SAMU et des SOS médecins où j'étais. Dans toutes nos vies, nous avons comme ça des petites bulles qui viennent toutes dans notre verre de champagne. Il y a du champagne aussi. Mais je crois que nous avons besoin de toutes ces aides. Nous en avons besoin et les autres ont besoin de nous aussi. Ça n'est pas dans un sens. Alors quelquefois, et là on en revient sur votre démarche d'auteur, à savoir que, alors qu'au vrai, faux fils, il y a des réapparitions de personnages, etc. C'est un roman sur l'ambiguïté, et j'aimerais que vous me donniez votre sentiment, parce que vous le dites, la vérité peut faire plus de mal que le mensonge, donc la caresse du mensonge qui peut aider à vivre. C'est vrai. On m'a élevé comme la plupart des enfants en disant il ne faut pas mentir. Donc voilà. On avoue qu'on a pris le dernier chocolat de la boîte, qu'on a appuyé sur le haut en cire des pots de confiture, on avoue les bêtises. En grandissant, je suis balance ascendant balance, et donc j'aime bien l'harmonie. Est-ce que tu trouves ma robe jolie, même si moi je trouve la robe horrible? Au nom de quoi est-ce que, pour être sincère, j'irais dire à une amie pas terrible, alors que peut-être que l'homme à qui elle veut plaire va adorer cette robe. Peut-être que j'ai pas le même goût qu'elle. On s'en moque. Ou une amie qui me dira ma 4e de couverture, qu'est-ce que tu en penses? Si la 4e de couverture, le résumé est déjà fait, peut-être que des millions de lecteurs vont adorer ce livre, alors que moi, j'enlèverais complètement son moral à mon ami en disant pas terrible. Je crois que les mensonges ou la manière, la diplomatie par amitié ou pour être positif est tellement plus importante que dire la vérité parce qu'il faut.
toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire et le mensonge aide. Il y a dans ce livre le U et M qui est très important pour moi. La petite fille, sa grand-mère quand elle était petite, Kim, l'héroïne, lui disait « Tu es U et M, tu es unique et magnifique ». Et en fait, c'est quelque chose que je dis souvent, que je dis à mes neveux, que je dis à ma filleule, qui est un peu comme ma fille adoptive. Tu es U et M. Et à chaque fois, je suis étonnée parce que elle me dit mais tu le penses vraiment? Et je me dis mais d'abord bien sûr que je le pense vraiment et vraiment ça l'aide. Il y a des gens à qui on ne dit jamais tu es unique et tu es magnifique. Et à qui surtout on n'a jamais dit là où tout s'enracine et prend forme dans l'enfance. Tout à fait. Donc aidons les jeunes et puis aidons aussi ma grand-mère. Moi je lui disais je t'aime et ma tante qui me servait d'autres grand-mères qui avait Alzheimer. Voilà, j'ai fait un mélange un peu de personnes que je connais pour Gilonne. Ma tante, que j'adorais, à la fin me disait « Je ne sais plus très bien qui tu es, je ne sais plus très bien comment nous sommes parentes, mais je sais qu'on s'aime. » Et voilà, et ça c'était tout ce qu'il fallait. Oui, vous êtes une belle âme. Écoutez, je suis une âme rouge. Ah, on y revient. Mais on est tous des belles âmes. Simplement... Il est plus facile, en effet, dans un livre, de partager cette force-là que dans une ordonnance pour du Clamoxyl matin, midi et soir. Bien vu. Alors, voilà, vous avez des lectrices, parce que madame, par exemple, à qui je posais la question tout à l'heure, a au moins, pour la question que j'ai posée, lu le précédent, bien sûr. Donc, si les personnes veulent enrichir notre échange, je vous en prie, la parole est à vous. Et voilà, à chaque fois, accès de timidité. C'est difficile. D'abord, vous écrivez très bien. Merci beaucoup. Oui, l'écriture est vraiment agréable. Je vais vous passer mon micro. Ah non. Non, voyez. Alors, elle n'est pas très sympathique, la vieille dame, Gilonne, au départ. Alors, moi, je la trouve délie. Gilonne, Elle est égoïste. c'est un mélange de gens que j'ai connus. Elle est égoïste. Peut-être que c'est pas une bonne mère, mais c'est un personnage... Elle est à la fois arrogante, insupportable et magnifique, attendrissante. Tout le monde n'est pas fait pour être père ou mère, je crois. Mais elle a une rédemption à la fin. On filme pour ici. C'est un peu ma maman. Dans certains moments de sa vie, alors que ma maman, maintenant, je lui ai dédicacé le livre et j'ai mis à ma mère une grande dame. Ma maman est une personne magnifique qui peut-être, en effet, à certains moments, n'était pas désireuse d'avoir des enfants et d'avoir un fil à la patte. Il y a des moments où on est plus ou moins tendre et plus ou moins aimant. Mais c'est quelqu'un, on est tous quelqu'un. Il y a des mères magnifiques qui vont toute leur vie faire à manger, faire des repas, j'aime bien manger, des repas extraordinaires pour les amis des enfants. Mais n'être peut-être que dans le rôle d'une mère. Voilà, elle, c'est une actrice. C'était une actrice. Et elle est là-dedans. Love Letters, la pièce de théâtre dont je parle, est une pièce que j'ai adorée, que j'ai vue jouer par Philippe Noiret et par Bruno Kremer, avec donc ce système que j'adore, qui est à chaque époque, ils s'écrivent mais ne se rencontrent jamais. Et c'est vraiment, on a envie de les secouer et même de bondir sur la scène et de dire mais regardez-vous, même si on sait que ce ne sont pas des vrais. Et dans les livres, j'adore ça, faire inventer des personnages et faire que le lecteur ait envie de dire mais non mais secoue-toi, dis-lui toi, ou dis-lui elle. C'est très bien, c'est comme au cinéma, on a envie de dire mais bouge-toi, ouvre la porte là. Absolument, Bah, tournons les pages. Ça s'appelle capter et captiver son lecteur. Mais parce que les personnages eux-mêmes réussissent à prendre chair, à prendre colère ou à prendre éclat de rire et à venir nous dire aide-moi dans ton histoire. Et Gilonne, en fait, je ne l'aimais pas au début et je l'adore en fait. C'est drôle parce que je lui avais donné un autre prénom avant et j'ai rencontré, au moment où j'écrivais le livre, une femme qui s'appelait Gilonne. Je n'en ai vu qu'une dans ma vie.
Et je me suis dit, mais voilà, cette femme est rare, ce prénom est rare, et voilà ma Gilonne. C'est intéressant ce que vous dites de dire. Au début, je ne l'aimais pas et j'ai fini par l'aimer. Je la trouve magnifique parce que d'un point de vue technique littéraire, ça veut dire donc certains travaillent avec des fiches. Il y a toute la psychologie, la typologie du personnage. Vous donc pas alors? Non, non, non. Je pars d'une idée qui était une jeune fille travaille pendant un mois pour une dame âgée engagée par un fils dont elle s'aperçoit au bout d'une semaine qu'il n'est peut-être pas le fils de cette dame. Voilà, j'avais envie de partir de ce mystère. Et puis j'avais envie aussi de prendre une groisillonne, une bretonne, ce que je ne suis pas hélas, et avec ses yeux de bretonne, de la faire arriver dans le Midi où moi j'ai passé mon enfance chez ma grand-mère, et de la faire regarder la mer, MER différente, la soca au lieu des crêpes, les grillons au lieu des goélands, des voilà, des jardins différents. De la faire découvrir autre chose. Mais toutes les autres histoires sont venues en plus. Et puis André Malraux, qui était un ami de mon père et que j'ai côtoyé souvent dans mon enfance, avait cette phrase que j'adore qui est « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Pas rien ne vaut la vie. » Oui, ce qu'on a tendance à souvent dire Oui, d'ailleurs. mais lui a écrit « Rien ne vaut une vie ». Et c'est vrai, j'avais envie de partir là-dessus. Je voulais appeler ce livre « La vie vaut son pesant de cacahuètes ». Et pourquoi votre éditeur a dit non, peut-être pas? Héloïse, qui est une excellente éditrice, Héloïse d'Ormesson m'a dit « Écoute, ça n'est pas très littéraire. » J'ai dit « Oui, mais c'est drôle. » Oui, mais certaines personnes vont trouver ça drôle et d'autres personnes, ça va moins les amuser. Donc voilà, le livre dit « La vie vaut son pesant de cacahuètes », c'est ce que disait ma grand-mère. C'est vrai, c'est une expression qu'on a connue, c'est vrai. Les jeunes ne la connaissent plus, mais... Voilà, les jeunes ne mangent pas de cacahuètes, peut-être, on ne sait pas. Autre intervention sur les personnages, l'intrigue aussi. N'hésitez surtout pas. Moi, je voudrais te dire, Lorraine, que tu as un style vraiment très particulier. Les chapitres sont... Alors moi, entre ciel et loup, je l'avais déjà mis en exergue, mais là, c'est pareil. C'est une construction de chapitres. À chaque fois, il y a des personnages qui, quelque part, racontent quelque chose. On découvre mieux Gilonne. En fait, on découvre mieux Gilonne. Moi, je pense c'est que cette femme, c'est le ressenti, j'ai eu au bout du bout, c'est que cette femme, quelque part, elle a quand même été extrêmement perturbée quelque part par sa beauté et tout ce qui lui est arrivé, mais que de malheur dans sa vie. Que de malheur. Oui, mais bien sûr. Elle perd Bernard, son frère, quand elle est très jeune, et je suis persuadé que la perte de son fils, parce que finalement elle l'a perdu, on ne va pas dévoiler la fin, hein, mais pour ceux qui n'ont pas lu... Ça y est, il a spoilé. Le directeur non, il a rien spoilé. Non, parce que ça serait au troisième chapitre. Mais finalement, on s'aperçoit que ça l'a beaucoup plus frappé que ça, et je me demande, et ça c'est moi, je me demande... Juste le personnage d'Irène, j'irai pas trop loin, sinon je vais me faire grandir. Ah bah ouais. Le personnage d'Irène, il n'y a pas quelque chose qui s'est passé autrement que de la dispute entre Gilonne et Irène. Plus de la jalousie que de la dispute pour moi. Alors ce que j'adore, c'est qu'on est en train de parler de gens qui n'existent pas, de personnages de papier, et de se dire, est-ce que de la jalousie, c'est ça qui est extraordinaire dans les livres. C'est que ces personnages deviennent vrais, sont assis à côté de nous et on est en train de se demander quelles sont leurs motivations. Et c'est parce que vous avez du talent que c'est réussi. Pas du tout. Attention. Non, moi je raconte des histoires, j'adore faire ça, et les lecteurs eux-mêmes, et même le directeur du forum, étant un lecteur, apportent leurs propres émotions, leur propre manière de voir les choses et leur propre passé. Oui. C'est comme au cinéma, les metteurs en scène disent « Je livre mon œuvre, vous livrez votre roman, Absolument. il ne vous appartient plus, il appartient à ceux qui le regardent ou le lisent et qui arrivent, comme vous dites, avec leur histoire, leur grille de lecture, leurs affects. » Tout à fait, tout à fait. Irène n'existait pas au début et tout d'un coup elle a été une évidence. Ce qui était une nécessité pour moi, c'était de mettre du piano. Je ne joue pas de piano, je joue très mal du piano. Ça fait partie, si on pouvait recommencer une vie, j'aimerais, si on pouvait changer de choses, j'aimerais avoir fait de la musique, on ne dit pas faire de la musique, jouer de la musique très jeune, et j'aimerais avoir des yeux bleus ouverts. Alors je sais qu'il y a les lentilles de contact, mais c'est pas vrai. Là c'est triché, donc non. Mais les enfants auxquels on permet
d'être pianiste, saxophoniste, violoncelliste, tout ce qu'on veut. J'adore les tout jeunes télévisés. J'adore Downton Abbey. J'adore évidemment, en tant qu'ancien médecin, les séries médicales. Donc, ça veut dire qu'il y a une contamination de l'écriture télévisuelle. Alors, contamination pour un médecin. Au sens parce qu'il y a pas de contagion ni plein de littérature sur le sujet. Je plaisante. Et je sais que vous taquinez. Il y a plein de littérature sur le sujet. Est-ce qu'effectivement, à l'aune de la série télévisuelle, qui est manifestement la nouvelle forme artistique du 21e siècle, disent les observateurs, là où le 20e siècle a eu le roman, là où le 20e a eu le cinéma, le 19e le roman, le 18e l'opéra et le 17e le théâtre, j'ai appris ça en lisant un article, et certains disent, le 21e siècle, c'est effectivement la série, et certains disent, voilà, on ne peut plus faire et du cinéma de la même façon, donc de la littérature de la même façon. Je vous écoute. Alors, je crois que chaque siècle, enfin, donc, évidemment, au 17e, il n'y avait pas les séries, mais l'art, la culture sont dans toutes ces formes mélangées. Quand je vais dans des écoles et que les élèves me disent « Ah mais madame, on n'a plus le temps de lire parce qu'on regarde des jeux vidéo, des séries », je leur dis « Mais à chaque fois, ce sont des histoires avec des personnages. Sauf que le support sur lequel vous les découvrez est différent. Souvent, quand j'écris un livre, je vois l'histoire se dérouler, je vois les personnages. Alors en effet, si là je suis en train d'écrire le prochain et je me suis demandé, est-ce que je vais l'écrire à la première personne, qui fait toujours rentrer plus les lecteurs dans le cœur et la tête et même les pieds quand il est fatigué du héros, ou est-ce que je fais il et elle? Alors pour l'instant je fais je pour une personne et il et elle pour les autres. Je ne suis même pas capable de vous dire les couleurs de la vie. Si c'est je ou il et elle. Alors, je ne tournons-nous vers le public. Il et elle, parce que c'est qui a commencé. Ah oui, je dis jamais je. Ah ben, tenez, dans le train, page 29, je suis obligé de je dis je. Ah ben, je suis ravie parce que vous non plus et moi non plus. Mais ce qui est bien. Mais attendez, pas toujours, vous alternez. Le lendemain, Gilonne de Kerjan n'a pas le moral. Elle ne veut ni se laver, ni s'habiller. Alors c'est je pour Kim. Elle obtempère aussitôt. Mais en même temps, c'est le narrateur. Et pour le frigo. En me corrigeant, dit le narrateur. D'accord. Alors donc, auteur omniscient. Mais c'est je pour le frigo. Là, c'est la première fois en 18 livres que je fais parler les objets. Ça, c'était très... J'étais sûre aussi qu'Héloïse allait me l'enlever. Oui, alors comment s'est passé ça, ouais? Comme une lettre à la poste et comme une bouteille au frigo. Un anthropomorphisme. Écoutez, quand j'étais petite, je me souviens de ma grand-mère qui avait vécu la guerre et qui, dès qu'on ouvrait le frigidaire à Antibes, disait « Fermez le frigidaire, l'électricité coûte cher. » Et on lui disait « Mais on n'a même pas le temps de voir ce qu'il y a dedans. » J'y pense pratiquement chaque fois que j'ouvre le frigidaire. Donc il fallait absolument que ça devienne un personnage. Donc le frigidaire était un personnage et c'est vrai que j'ai remercié à la fin mon amie Colette Roumanoff, qui est la mère d'Anne Roumanoff, qui a écrit un très joli livre sur son mari, donc le père d'Anne, qui est sur la maladie d'Alzheimer. Et dans ce livre, elle raconte, et puis moi j'ai bien connu Daniel Roumanoff, et à la fin de sa vie, quand il passait devant les miroirs chez lui, il disait « Bonjour monsieur », très aimablement, et il demandait à sa femme pourquoi ce monsieur ne lui répondait pas. Et cette image m'a frappée, et donc je l'ai mis pour Gilonne à la fin, et je trouvais, vous connaissez tous ce conte où c'est un monsieur et une dame qui sont très âgés, qui vivent dans la steppe russe, et un jour, j'adore, je dis vous connaissez, et du coup je vous inflige le conte. Ils sont dans la steppe russe, un jour un voyageur se perd, et il le sauve, il lui donne à manger, il le réchauffe, et il leur dit qu'est-ce que je peux vous offrir? Et il ne sait pas, il n'a qu'un petit bagage, et il cherche dans son bagage, il a un joli miroir ancien qu'il leur offre, en se disant, voilà, au moins ça va leur faire plaisir, ils sont dans une petite isba, et puis il s'en va. Et la femme qui est là regarde, et elle tend le miroir à son mari, et elle dit, mais c'est horrible ce cadeau, ce monsieur m'a offert la photo, le portrait d'une vieille femme horrible. Et le mari regarde, et il dit, mais non, il m'a offert un portrait de mon père.
Et ce sont les deux manières de voir la chose, c'est-à-dire la femme qui ne sait pas qu'elle est vieille puisqu'il n'y a pas de miroir ne voit que la vieillesse, et le monsieur voit ce qu'il est devenu, où il ressemble à son père et il voit son père qui est mort. Et les miroirs, voilà, on a on passe de l'autre côté du miroir, là où on va après. J'adore jouer avec les miroirs, et donc il fallait que le miroir parle. En vous écoutant, parce que donc, et on va clôturer cette interview avant que les gens ne puissent se faire dédicacer, bien sûr, votre ouvrage et échanger de façon plus privée avec vous s'ils le souhaitent, c'est que donc, on le disait d'entrée de jeu, c'est et votre éditrice le salue, à la fin, quatrième de couverture, c'est un roman résolument optimiste, un merveilleux hymne à la vie en technicolor, on l'a évoqué d'entrée de jeu, le grand âge peut être un bel âge, il y a plein de bien choses sûr. à apprendre. Des anciens, des seniors, quelle que soit la façon dont on les appelle. Et je trouve ça toujours très encourageant. On a évoqué la solidarité, l'entraide intergénérationnelle, parce que récemment j'écoutais en voiture un auteur dont j'ai pas saisi d'ailleurs de qui il s'agissait sur France Inter, et le critique citait une phrase, et j'ai envie de la mettre en opposition à votre philosophie de vie, à savoir, l'auteur faisait dire à un personnage, qu'est-ce que c'est que la vieillesse? C'est un vieux monsieur qui pense au jeune homme qu'il a été et qui se dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Quelle horreur! Et j'ai trouvé ça... Ah oui, alors c'est tellement loin de vous. Je crois que la vieillesse... Mais c'est tellement bien vu. C'est un jeune homme en nous. Mais il y a les deux. Un jeune homme en nous qui se dira toujours, ou une jeune femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis en plein dans ça. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous n'êtes pas vieux, alors comment ça? Je tends vers ça quand même. Mais on tend tous. Non, mais il y a à la fois qu'est-ce qui s'est passé, et il y a à la fois mais qu'est-ce qui s'est passé? Les rencontres, les gens qu'on a aimés, voilà, tout ce que j'ai vécu, tout ce que je peux transmettre, parce qu'il y a ceux d'après. Et oui, qu'est-ce qui s'est passé? La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Hein, c'est bien cela, Lorraine. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Exactement. Et la vie vaut son pesant de cacahuètes. Applaudissements pour Lorraine Fouché, qui finit sur un climax enregistré par Jean-Marc, que l'on salue bien sûr. Bon, ça c'est le moment officiel de la clôture, mais en général ça continue. Voilà. Donc vous pouvez maintenant échanger tranquillement. Je suis plus là pour... J'ai fait le job, à vous messieurs, dames, à vous maintenant. C'est facile. Je passe une journée étrange aujourd'hui, parce que mon livre de l'année dernière, Entre ciel et loup, avait obtenu le prix Ouest et le prix Bretagne, j'étais ravie, et là le prix des lecteurs U. Et donc je suis allée, avant de venir dans cette merveilleuse librairie, les librairies qui nous permettent à nous, auteurs, de raconter les histoires et d'arriver jusqu'au lecteur, je suis allée dédicacer à Château-Giron, dans le magasin Hyper U, où le libraire de l'Hyper U m'a reçu adorablement. J'avais une table, j'avais des livres, et j'ai discuté pendant 1h30 avec... les personnes qui ne venaient pas du tout pour ça, qui venaient, qui prenaient leur caddie et qui allaient faire leurs courses. Et qui, quelquefois, alors, à la fois, je ne suis pas un battleur, je ne sais pas faire ça, et à la fois, je suis plutôt joviale, donc au lieu de rester derrière mes livres, je disais bonjour monsieur, bonjour madame, je dédicace un roman qui se passe sur l'île de Groix. Donc, voilà, c'est petite poche, pas cher, enfin pas cher, tout est cher maintenant, mais 7,90 €, qui pour les gens qui avaient envie de lire pouvait être voilà, une tentation. Et j'ai dédicacé un certain nombre de livres, mais j'étais contente parce que par exemple une dame qui avait 50 ans, c'est pas une jeune fille de 20 ans, m'a dit c'est la première fois de ma vie qu'on me dédicace un livre. Donc je me suis dit, donc cette dame ne s'est jamais trouvée dans une librairie ou une rencontre littéraire ou un salon du livre au moment où il y avait des auteurs. Et puis, il y a d'autres personnes qui m'ont dit mais d'habitude, on n'achète jamais de livres là, où on n'a pas le temps de lire. Et au lieu de dire, bon, bah, ça fait rien, je me suis dit, allons-y, et j'ai dit, on a toujours le temps de lire. C'est comme avec les enfants que vous évoquiez. Voilà, exactement. Et plusieurs personnes ont acheté ce petit poche en disant, eh ben, je vais demander une journée cet été à mon mari ou à ma mère qui va s'occuper des enfants, et puis je vais essayer de relire. Et je me suis dit, quelle drôle de journée. Comme j'étais venue ici l'année dernière,
je savais que je rentre ici, j'ai l'impression qu'il y a d'être dans une pâtisserie avec des éclairs au chocolat, des religieuses et de la crème chantilly maison, quoi. On ne sait pas où poser les yeux et quoi glisser dans son sac. Alors heureusement, malheureusement pour toi, mais heureusement pour moi, je prends le train après, donc je ne peux pas acheter des livres parce que c'est lourd. Mais si j'habitais à côté... mais voilà, une librairie, quelle chance! Et voilà une drôle de journée avec des personnes qui ont lu, puis de l'autre côté, des personnes qui n'avaient pas du tout... Il y a une dame qui m'a répondu gentiment, « Mais j'ai déjà acheté un livre il y a 3 mois, madame. » Et ce n'était pas du tout pour rire. Elle m'a dit gentiment, « J'ai déjà acheté un livre il y a 3 mois. » Elle avait fait sa BA. Non, je crois pas. Je crois qu'elle voulait me dire qu'elle avait déjà un livre, qu'elle n'avait pas eu le temps de lire, qu'elle n'avait pas en acheté 2. Et moi, je vais déménager là au mois d'octobre. Pas de Groix, jamais de Groix. Mais j'habite aussi dans les Yvelines, et donc je vais d'une petite ville des Yvelines à une autre petite ville des Yvelines, de Montesson à Chatou. Je suis arrivée là il y a 19 ans. J'ai fait partie du jury de plusieurs prix littéraires. J'ai acheté les livres de beaucoup d'amis qu'on m'a offert. J'ai acheté en librairie, pas sur Internet, beaucoup de livres. Et je crois que on est 3, je sais pas, il doit y avoir 1000 livres. Donc, j'ai des amis qui vont venir à la maison en septembre et prendre les livres qu'ils veulent. Et puis sinon, j'ai déjà une association. Mais on se dit, mais c'est énorme, mais quelle joie on a, mais quel plaisir on a. En tout cas, vous écoutez sur cette journée, je repense à ce que vous disiez, la vie vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il s'en est passé des choses. Absolument. Vous avez un train à quelle heure? Oh, à 9h. Ah bon, donc vous avez, à 9h, on a le temps. Vous avez le temps de dédicacer madame à son ouvrage, quand même, à vous présenter. Non, mais j'en prends 2. Ah, vous en prenez 2 en plus. Pour corroborer ce que tu dis, et madame va en sur les aussi. sur les rencontres, et Comme c'est gentil. et l'attitude des auteurs lors de ces rencontres. Alors, ici, c'est un peu spécial parce que c'est une rencontre, on appelle ça rencontre dédicace. Mais ce que tu as vécu là, à Château-Giron, c'est un peu comme les salons du livre. C'est-à-dire que tu as 2 attitudes d'auteur. Tu as l'auteur ouvert. Oui, les salons du livre, j'adore. J'étais à Vannes l'autre jour. Extraordinaire. Oui, mais les lecteurs sont extraordinaires. Parce que les lecteurs viennent, et c'est ça. Et ils viennent chaque année en disant, et quel est le nouveau? Alors, je vais faire une petite nuance, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que de se retrouver dans un grand magasin. Néanmoins, au niveau de l'attitude, Ah oui, mais c'est... moi, je vois à Étonnant Voyageur, il y a des gens qui s'arrêtent parce qu'ils ont entendu l'auteur parler de son livre, etc. Et puis d'un coup, tu vois que ça, Oui. ça augmente, et le dialogue naît, et l'auteur, s'il était resté comme à rester la Bien tête sûr. dans son livre, il serait parti avec 3 livres. C'est une rencontre. Un Voilà. livre est un... Voilà. J'allais dire c'est un média, c'est pas un média. Mais si, un livre est un pont, vraiment. Un médium dans le sens où il faut justement tisser du lien et un pont. Allez-y, tout à fait.